Un instant. Au cœur du désert égyptien, un immense ruban bleu qui s'étend sur près de 200 km. C'est le canal de Suez, une des plus grandes prouesses techniques de l'histoire, une voie d'eau artificielle qui a littéralement changé la face du monde. Mais alors, la grande question, c'est comment est-ce que cette merveille d'ingénierie qui a été pensée pour rapprocher les nations a-t-elle pu devenir l'épicentre d'une guerre, le cœur d'un complot secret qui visait à faire tomber un homme et à mettre toute une nation à genoux? On est fin 1956. Et là, ce qui se tramait dans le plus grand des secrets est sur le point d'exploser aux yeux du monde. Et ça va prendre la forme d'un acte de guerre, un véritable choc pour l'Égypte. Cette attaque, il faut bien le dire, était parfaitement coordonnée. Ce n'est pas du tout une coïncidence. Non. C'était en fait l'aboutissement d'un accord secret entre deux grandes puissances européennes et un État voisin. Le but, il était simple, renverser un homme et reprendre le contrôle de cette voie navigable si précieuse. Pour bien comprendre pourquoi on en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière. Direction le 19e siècle, pour saisir à quel point ce canal avait une valeur stratégique et économique absolument immense. On parle quand même d'un canal de 123 km qui relie la Méditerranée à la mer Rouge. Et ça fait plus de 150 ans que ça dure. C'était une révolution. Cette idée, portée par le français Ferdinand de Lesseps, a complètement changé la donne. Avant, pour aller en Inde depuis l'Europe, il fallait contourner toute l'Afrique. Des mois de voyage. Avec le canal, on passait à quelques semaines. C'est devenu littéralement l'autoroute des empires coloniaux britanniques et français. Et bien sûr, c'était une affaire très rentable, une vraie poule aux œufs d'or. Le problème, c'est que le canal était géré par une société privée, franco-britannique, et que les profits colossaux ne profitaient quasiment pas à l'Égypte. Pour beaucoup d'Égyptiens, c'était le symbole même de l'exploitation étrangère. Et c'est là qu'un homme va entrer en scène, un homme qui va oser défier cet ordre établi, le très charismatique et audacieux Gamal Abdel Nasser. L'ascension de Nasser a été fulgurante. Cet officier nationaliste a d'abord participé au renversement du roi, puis il a habilement écarté ses rivaux pour prendre le pouvoir. Il est devenu le leader incontesté, le raïs de l'Égypte. Mais le moment qui le fait vraiment entrer dans la légende, c'est cette tentative d'assassinat. En plein discours, on lui tire dessus. Il ne bouge pas d'un pouce, et il crie à la foule « Je sacrifierai ma vie pour vous ». Sa réaction, son courage, ça fait de lui non seulement un héros national, mais une véritable icône pour tout le monde arabe. Nasser devient alors le grand défenseur de cette vision, le panarabisme. L'idée, c'est simple, unir les États arabes pour enfin mettre un terme à l'influence occidentale et affirmer leur propre souveraineté. Évidemment, en pleine guerre froide, cette position de neutralité ne plaît pas à tout le monde. En se tournant vers le bloc soviétique pour s'armer, Nasser provoque la colère de l'Ouest. La riposte est économique. On lui coupe les financements pour son projet de rêve, le barrage d'Aswan. Coincé, Nasser doit trouver de l'argent, et vite. Il va alors tenter un coup de poker. Et c'est ce coup de poker qui nous ramène tout droit aux événements dramatiques de 1956 et qui va plonger le monde dans la crise. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Devant une foule en délire, Nasser déclare que le canal appartient désormais au peuple égyptien. Dans les capitales occidentales, c'est la stupeur. Leur poule aux œufs d'or vient de leur échapper. À partir de là, il y a deux visions du monde qui s'affrontent et qui sont totalement irréconciliables. D'un côté, en Occident, on le voit comme un dictateur dangereux, on le compare même à Hitler. De l'autre, dans le monde arabe, c'est un héros, un libérateur. Le dialogue devient impossible. Alors dans l'ombre, un complot se met en place. Un scénario digne d'un film d'espionnage. La France, le Royaume-Uni et Israël se rencontrent en secret. Le plan est machiavélique. Israël attaque l'Égypte, puis les Européens interviennent en se faisant passer pour des gardiens de la paix et exigent que tout le monde se retire. Comme ils savent très bien que Nasser refusera, ça leur donnera le prétexte parfait pour intervenir militairement et reprendre le canal. Et c'est là tout le paradoxe de cette crise de Suez. Sur le point militaire, c'est vrai, l'armée égyptienne est vaincue. Mais sur le plan politique, c'est une victoire immense pour Nasser. Pourquoi ? Parce que les deux nouvelles superpuissances, les États-Unis et l'URSS, sont furieuses de ne pas avoir été consultées. Elles vont mettre une pression monstre sur la France, le Royaume-Uni et Israël, et les forcer à se retirer. C'est une humiliation totale. Alors regardons un peu les conséquences à long terme de cette crise et l'importance que le canal a encore aujourd'hui. Les conséquences sont un vrai tournant géopolitique. Nasser devient une légende dans tout le monde arabe. La France et le Royaume-Uni réalisent qu'elles ne sont plus les grandes puissances mondiales d'autrefois. Et surtout, ce sont les États-Unis et l'Union soviétique qui deviennent les nouveaux patrons au Moyen-Orient. Suez, c'est vraiment la fin de l'ère coloniale.
Et si on fait un grand bond en avant, on voit que l'importance du canal n'a pas du tout diminué. La preuve, en 2014, un projet d'expansion colossal a demandé de déplacer 500 millions de mètres cubes de sable. Pour avoir une idée, c'est l'équivalent de 200 grandes pyramides de Gizeh. Le résultat de cet investissement pharaonique, la capacité du canal a presque doublé. On est passé d'une 50aine de navires par jour à un objectif de près de 100. Ça montre bien que le canal de Suez reste une artère économique absolument vitale pour le commerce mondial. Au final, de crise impériale à merveille moderne, l'histoire du canal de Suez nous rappelle que les grandes œuvres humaines peuvent être à la fois des ponts qui unissent le monde et des lignes de fracture qui le divisent. La question reste donc ouverte. Quel sera son rôle au XXIe siècle ?